regroupé tout entier au sein du mouvement populaire de la Révolution, notre parti national m'a chargé de présenter, à travers cette auguste assemblée, les remerciements des citoyennes zaïroises et des citoyens zaïrois à l'Organisation des Nations Unies. Si une infime minorité des pays membres de cette organisation avait refusé de participer à l'opération Congo à l'époque, la grande majorité a cependant mis spontanément des troupes à sa disposition ou est intervenue financièrement pour cette opération, ce qui a permis de maintenir la paix, l'unité et l'intégrité du territoire national. Aux uns et aux autres, à travers l'Organisation des Nations Unies, le Zaïre dit grand merci. Je saisis également cette occasion pour rendre hommage aux secrétaires généraux de l'Organisation mondiale qui en sont véritablement la cheville ouvrière et qui en assurent la gestion journalière. Mes pensées vont spécialement à M. Daga Marshall, mort en service commandé pour notre importante organisation et pour la République du Zaïre. Mes hommages s'adressent ensuite à Youtans, son successeur, qui s'est dépensé corps et âme pour le maintien de la paix dans le monde et qui s'est montré particulièrement attentif à la cause zaïroise. Je me félicite enfin de la désignation de M. Kurt Waldheim en qualité de secrétaire général de l'ONU, à qui je souhaite une carrière aussi brillante que fructueuse. Monsieur le Président, tout le monde sait quelles ont été les circonstances d'accession de mon pays à l'indépendance. En 1960, le Zaïre, qui s'appelait alors Congo, s'est effondré en une nuit comme un château de cartes. Plusieurs experts en matière de colonisation avaient conclu hâtivement non seulement à une sorte d'incapacité congénitale du peuple zaïrois, mais également démontré par là que l'indépendance des pays neufs était une mauvaise opération. Nous étions présumés et jugés incapables de nous gouverner sans l'aide des colonisateurs. Mais, à notre avis, cet accident du Zaïre était prévisible. Malgré que, dans l'acte de Berlin de 1885, le bassin du fleuve Zaïre était ouvert au monde entier. De plus, à l'accession du Zaïre à l'indépendance, mon pays, 80 fois plus grand que son ancienne métropole, comptait moins de 10 cadres nationaux ayant terminé leurs études universitaires. Et dans l'administration, l'armée, le secteur privé, il n'y avait pas un seul cadre zaïrois. C'est pourquoi nous avons vécu de 1960 à 1965 une époque néfaste pour notre peuple. Et nous sommes obligés de reconnaître que l'anarchie, le chaos, le désordre, l'inconscience et l'incapacité régnaient en maître au Zaïre. Certains d'entre vous consultent peut-être le dictionnaire pour connaître la définition du mot anarchie. Alors qu'au Zaïre, nous l'avons tellement vécu que nombre de personnes croyaient que le mot anarchie était une invention zaïroise. C'est pourquoi tout désordre dans n'importe quelle partie du monde était baptisé du nom de congolisation. Notre pays n'a pas seulement souffert à cause de l'impréparation politique, mais également et surtout suite à la convoitise de l'Ouest et de l'Est, les uns et les autres voulant avoir une influence déterminante sur nous afin d'être maîtres de nos importantes ressources naturelles. Les uns voulaient nous recoloniser économiquement, tandis que les autres voulaient nous dominer idéologiquement. Le Zaïre, qui est passé d'un chaos indescriptible à un pays organisé et gouverné, a fini par reconnaître, à partir de sa malheureuse expérience, ses véritables amis.
interprétation des problèmes qui se posent à nous tous. Nous commencerons d'abord par notre propre continent, l'Afrique, car l'Afrique reste aujourd'hui le seul continent où se pratique encore la colonisation, la ségrégation raciale, l'apartheid et le mépris de l'homme à cause de la pigmentation de la peau. L'Afrique est un continent qui a subi les plus grandes humiliations de l'histoire. Depuis plusieurs siècles, la situation de l'homme noir en Afrique n'a fait que s'empirer. Sous prétexte qu'ils étaient venus en Afrique pour nous civiliser, les premiers blancs, pionniers de cette civilisation, commencèrent par vider nos pays respectifs de leurs substances fondamentales, notamment dans la pratique honteuse du commerce des esclaves. Et déjà à cette époque, les chefs de file étaient des Portugais. Nos ancêtres n'étaient pas considérés comme des hommes, ni même comme des êtres qui ont l'intelligence et les sentiments, mais comme des amas de muscles à qui on demandait des efforts mécaniques, comme on en demande au cheval, au buffle, à l'âne ou au bœuf. L'esclavagisme continuera jusqu'à prendre au XIXe siècle des allures d'une véritable catastrophe continentale. Et pour se justifier, ces colonialistes et ces esclavagistes nous opposèrent à nos frères arabes, affirmant leur rôle dans l'esclavagisme. Ils font semblant d'oublier que ces derniers n'étaient que des courtiers et des commissionnaires, car la traite des Noirs était faite au seul profit des Blancs. Les pays colonialistes d'Europe ont d'ailleurs vite compris l'adage qui dit, je cite, « On n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Fin de citation. C'est ainsi qu'en 1885, les grands négriers de l'époque se rencontrèrent à Berlin et dépaissèrent comme des vautours le continent africain. Il n'y aura plus de razzia esclavagiste qui leur coûtait cher. Il n'y aura plus d'occupation désordonnée, mais une occupation préméditée et organisée. L'exploitation des Noirs n'est plus sporadique, mais elle devient systématique, permanente et définitive par l'appropriation pure et simple des territoires d'Afrique par ces négriers. Le Noir n'a plus à échapper aux razzias, car il perd tout simplement ses droits, sa patrie et sa liberté. Le processus de déshumanisation commence. Le Noir doit abandonner sa personnalité, ses structures mentales et sociales, en un mot, son authenticité. Des arguments pseudo-scientifiques ne manquèrent pas pour justifier cette entreprise de déshumanisation tout en traitant le Noir d'être inférieur. Car, disait-il, le colonisateur blanc était différent du colonisé noir. Donc le blanc était supérieur au noir. Et pour perpétuer l'exploitation de l'homme noir par l'homme blanc, les colonisateurs se mirent à liquider systématiquement les traditions africaines, les langues africaines, la culture africaine. Bref, à abrutir complètement le noir, de façon à ce qu'il ne parle, ne pense, ne mange, ne s'habille, ne rit et ne respire que suivant le mode du blanc. Malgré les gigantesques moyens mis en œuvre pour asservir perpétuellement l'homme noir, les peuples blancs d'Europe n'ont pas pu éteindre la flamme de la liberté et de la dignité du noir d'Afrique. C'est ainsi qu'autour des années 1960, un sentiment irrésistible et irréversible de liberté s'empara de tous les peuples d'Afrique et provoqua la débandade dans les rangs des colonialistes qui n'y étaient pas préparés. L'homme noir brisa ses chaînes et dit non à son exploitation et à son aliénation par l'Occident. Un fruit ne tombe que quand il est mûr, mais devant l'ouragan et la tempête de l'histoire, mûr ou pas mûr, il tombe quand même. À partir de cette période, nous croyions que tous les colonialistes avaient fini par comprendre l'irréversibilité de l'histoire. Mais l'expérience actuelle montre
que l'Afrique n'est pas encore au bout de ses peines, car les colonialistes livrent encore le combat d'arrière-garde. En effet, des mercenaires blancs, payés par certains pays, avaient cherché à reconquérir même certains pays déjà indépendants. C'est le cas de la République démocratique du Soudan, de la République fédérale du Nigeria et de celui de mon pays, le Zaïre. Dans la ville de Bukavu, à l'est du Zaïre, un mercenaire blanc venu d'Europe s'était proclamé sans rire président de la République du Zaïre. Si un noir l'avait fait en Europe, on l'aurait pris pour un humoriste de mauvais goût, un détraqué mental. Mais, puisque c'était un blanc qui le faisait en Afrique, les colonialistes avaient mobilisé la presse, la radio et la télévision pour les mettre à son entière disposition, non seulement pour lui faire la publicité, mais aussi pour ridiculiser le chef de l'État du Zaïre que je suis, pourtant incontesté aussi bien dans les limites du territoire national que dans tous les pays représentés ici. Une telle provocation est pour moi une insulte intolérable que je ne peux pardonner. Au moment où je vous parle, la situation anachronique qui prévaut actuellement en Angola, en Rhodésie, au Mozambique, en Namibie, en Afrique du Sud, est impensable sans un soutien réel de certaines puissances occultes. Comment peut-on expliquer qu'un pays comme le Portugal puisse avoir la force de contrôler des grands territoires comme l'Angola, le Mozambique, s'il n'était pas soutenu par des puissances plus puissantes que lui? En effet, le Portugal est un pays économiquement, socialement et culturellement sous-développé, sans démocratie. Sans démocratie, sans aucune force militaire. Son seul record est le taux le plus élevé d'analphabètes en Europe. Sa force et son arrogance lui viennent tout droit de son appartenance à l'OTAN, car ce pays avec ses colonies est nécessaire stratégiquement pour cette organisation militaire. Le volume d'investissement et de capitaux venant de l'Occident augmente de jour en jour dans les colonies portugaises. La construction du barrage de Cabora Bassa, qui servira à alimenter en grande partie la République sud-africaine, montre sans équivoque que les puissances intéressées s'opposeront toujours à la libération et à l'indépendance des pays précités. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur et de l'Information, le docteur Connie Mulder, a récemment déclaré que la République sud-africaine était prête à apporter son soutien militaire à tous les pays d'Afrique australe, y compris le Mozambique et les autres territoires portugais, pour combattre ce qu'il appelle le terrorisme. Entendez la lutte héroïque des nationalistes africains. Le docteur Mulder faisait cette déclaration au moment où il effectuait un voyage en Rhodésie pour inspecter les unités de l'armée sud-africaine combattant auprès des forces rhodésiennes contre les patriotes zimbabwe. Entre les deux colonies portugaises, l'Angola et le Mozambique, s'est développée il y a quelques années une situation presque aussi similaire, mais en tout cas scandaleuse. Je veux parler de la Rhodésie. Un certain matin, nous avons appris par la presse qu'après plusieurs discussions secrètes entre le gouvernement de sa très gracieuse majesté britannique et les colons britanniques installés en Rhodésie, ceux-ci s'étaient rebellés contre leur gouvernement, leur pays et leur souveraine, et que les autorités de la Grande-Bretagne étaient incapables de faire changer d'avis leurs compatriotes d'Afrique. La Grande-Bretagne a comme devise « Dieu est mon droit », ce qui, je suppose, signifie que le rôle du gouvernement de ce pays est de faire régner la justice là où il en a l'autorité. En survolant l'histoire de ce grand peuple, on constate qu'il a largement justifié l'existence de cette devise et qu'il a même outrepassé la simple justice pour la confondre avec ce qu'il pouvait appeler le seul droit de la grande île. Pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler d'innombrables mouvements de rébellion et d'indépendance si violemment matés par la Grande-Bretagne au cours de son histoire. Pour l'Afrique,
L'exemple du Kenya est frappant. En effet, l'injustice du gouvernement britannique qui réservait à ses colons les meilleures terres de ce pays entraîna une révolution légitime des Mau Mau. Cette révolte fut sauvagement matée par une boucherie de près de 15 000 personnes. Le cas des États-Unis d'Amérique, qui ont vaillamment lutté pour conquérir l'indépendance, est trop connu pour être développé ici. Partout, au Kenya, aux Indes, en Guyane, à Chypre, à Aden, en Palestine, à Gibraltar, à Anguilla, la Grande-Bretagne a utilisé la force pour faire valoir son autorité. Partout, sauf, comme par hasard, en Rhodésie. Et pourtant, les Africains de Rhodésie, comptant sur la justice de ce grand pays, avaient fait confiance au gouvernement britannique. Mais, hélas, ils durent déchanter. C'est ainsi qu'un jour, 2000 manifestants noirs qui s'étaient nichés dans les arbres aux abords de l'aéroport de Salisbury pour accueillir le Premier ministre Harold Wilson, entonnaient une mélopée dont les paroles disaient, je cite, « Nous sommes des nègres, des orphelins de Rhodésie. Personne ne nous aide, personne ne nous aime. » Fin de citation. Les policiers blancs répondaient, je cite, « Laissez donc ces damnés saints, laissez-les remonter d'où ils viennent. » Fin de citation. Voilà pourquoi nous dénonçons le racisme. Il est prémédité, il est ignoble, il est inhumain. On a souvent parlé de sanctions économiques pour réduire la sécession en Rhodésie. Mais en réalité, la Grande-Bretagne protège son ami de l'OTAN, le Portugal. Et celui-ci protège à son tour ses amis colons britanniques de Rhodésie. Et ils arrivent paradoxalement, non pas à décourager les sécessionnistes, mais à asphyxier un pays indépendant, je cite la Zambie. La Grande-Bretagne, qui se considère comme le pays le plus traditionnellement démocratique, défenseur des libertés fondamentales et des droits légitimes de l'homme, accepte, tolère et implicitement soutient ces 200 000 sujets rebelles qui, contrairement aux règles élémentaires de la démocratie, maintiennent encore dans l'esclavage 4 millions de Noirs. La situation des territoires portugais et britanniques se prolonge jusqu'en Afrique du Sud. Ce pays est le seul sur cette terre des hommes où les Blancs ont élevé la ségrégation au niveau d'institutions. Et le terme apartheid n'existerait pas dans le langage humain si les Blancs n'étaient pas en Afrique du Sud. Au lieu d'être logiques avec eux-mêmes, en laissant les Blancs et les Noirs séparés, chaque groupe se développant de sa manière, les Blancs poussent leur barbarie en exploitant l'homme noir comme du temps de l'esclavagisme suranné. C'est ainsi que grâce à une main-d'œuvre quasi gratuite, 420 000 Noirs extraient à la main les 2 tiers de la production mondiale de l'or au profit des Blancs. Et ces Noirs d'Afrique du Sud, n'ayant ni droit de grève, ni droit syndical, ni droit tout court, qui avaient demandé une augmentation dérisoire de leur salaire, tenant compte du cours mondial actuel de l'or, ont été purement, simplement et sauvagement abattus par les autorités sud-africaines. La République sud-africaine nargue l'Organisation des Nations Unies depuis plus de 20 ans sur le problème de la Namibie. Et la chose la plus grave que les racistes sud-africains font actuellement, c'est la balkanisation de ce grand territoire africain. Face à ce complot contre l'Afrique indépendante, 3 pays les plus directement visés essayent de coordonner leurs efforts afin d'assurer d'une part leur propre sécurité et d'autre part afin que les pays actuellement occupés soient libérés. J'en profite d'ailleurs pour rendre un vibrant hommage à mes frères Julius Nyerere et Kenneth Kaunda pour leur sagesse et leur détermination à la cause de la libération africaine. La mise en commun de nos moyens dans le cadre d'une conférence tripartite permanente permettra, j'en suis convaincu, la création d'un